Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 91 de Dragon Ball Super, qui vient à la suite justement d'un épisode 90 qui nous avait envoyé pas mal de bonnes choses. Alors, l'épisode 90, Gohan contre Goku et tout ça, avait énormément de défauts, et en particularité le fait d'avoir amené Gohan si rapidement à un tel niveau de puissance, mais dans l'ensemble c'était de la bonne intensité, de la bonne action, pas énormément d'avancement pour l'histoire, mais voilà, un épisode qui donnait vraiment plaisir à voir. Et cette semaine dans l'épisode 91, on a eu vraiment beaucoup de choses. Et avoir beaucoup de choses c'est bien, mais vous savez tous que avoir de la quantité, ça ne veut pas dire forcément avoir de la qualité. Et je pense que c'était le souci de cet épisode-là, et qu'en plus, toute cette quantité-là était très mal structurée. Honnêtement, pour ceux qui ont suivi le live 7 minutes à 2h30 juste après la diffusion de l'épisode au Japon, vous savez que l'épisode, à ce moment-là, pour moi, c'était une déception. Et honnêtement, je ne change pas d'avis, je suis toujours sur la même opinion. J'ai eu les trades officiels de la Toonimation, les trades anglaises que la Toonimation crée et fournit elle-même aux sites américains qui, eux, ont le droit de diffuser DBS de manière légale si vous payez leur abonnement. Et pourtant, même en ayant la plus pure des traductions possibles, qui viennent directement de la maison mère, eh bien je n'ai pas réussi à apprécier encore un petit peu plus l'épisode. Et pourtant, vous l'avez sûrement compris depuis que vous me suivez sur la chaîne, j'adore tellement Dragon Ball, j'adore tellement Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, l'anime à l'époque, Dragon Ball GT, j'ai adoré, tout ce qui concerne Dragon Ball, j'adore. Je suis tout ce qui se fait autour de Dragon Ball Super, voilà, j'adore vraiment tout ce qu'il nous propose. Et je sais, même certains me l'ont dit cette nuit en live et sur les réseaux sociaux, que vous avez apprécié cet épisode 91. Bah, je le respecte votre avis, je le comprends. J'ai même envie de dire tant mieux si vous avez pu passer un bon moment devant cet épisode-là, alors que moi je n'ai pas vraiment passé un bon moment. Mais en tout cas, pour les personnes qui découvriraient ma chaîne avec cette vidéo-là, déjà je vous souhaite la bienvenue. Mais aussi je vous dis clairement que c'est pas dans mon habitude de taper dessus la série Dragon Ball Super, comme c'est pas dans mon habitude non plus de l'encenser, de dire qu'elle est magnifique en tout point. Je suis juste une personne dans mes reviews qui donne son avis, qu'il soit bon ou mauvais, parfois il y a un peu des deux dans chaque vidéo. Et même là, dans cet épisode 91, je vais rentrer dans le vif du sujet. On avait du bon aussi, on en avait quelques petits trucs à retenir. C'était pas à 100% pourri. Enfin, d'après moi, ça reste subjectif. Il y avait pas tout qui était vraiment à jeter. Surtout que là, on avait un épisode qui était basé sur la construction des équipes, sur la construction du monde de Dragon Ball, nous faire un petit peu mieux comprendre comment tout fonctionne, comment les univers fonctionnent eux-mêmes. Et vous savez en plus que c'est quelque chose que j'attendais vraiment, les phases de recrutement dans chaque univers, c'est quelque chose que j'attendais depuis un très long moment. À l'épisode 87, je vous avais dit, pourquoi est-ce qu'on nous embête avec des braconniers galactiques alors qu'on pourrait voir les recrutements dans les autres univers? Et pourtant, c'est ce qu'ils nous ont produit aujourd'hui, et j'ai été complètement déçu. Alors, l'épisode commençait plutôt pas mal. La phase où les deux petits Zénos s'amusent et s'ennuient avec leur pierre, feuille, papier, ciseaux, le fameux Janken en japonais, qu'ils ont repris, sûrement une référence à l'épisode spécial numéro 4 de One Punch Man, on en avait déjà parlé. Et tout ça, même si c'est un petit peu ridicule, c'est pour nous faire comprendre que les deux cherchent à passer le temps et qu'ils n'arrivent pas. Et tout ça pour nous mettre en scène la phase où le Daishinkan arrive quand les deux Zénos l'appellent et qui disent mais on s'ennuie, on ne sait plus quoi faire. Et en gros, raconte-nous quelque chose. Et celui-ci se dit je vais vous apporter des nouvelles fraîches des univers. Et d'une manière assez cool, il crée un hologramme dans sa main représentant la Terre de l'univers 7 et il dit tiens, je vais commencer avec Goku, ton pote en fait, surtout pour le Zéno du présent. Et on se rend compte que tout va plutôt bien. La team Univers 7 est a priori au complet. Vegeta, lui, il part s'entraîner dans la salle d'esprit du temps. Il se fait prévenir de manière assez drôle par Mister Popo de ne plus la détruire une nouvelle fois comme il l'avait fait dans l'arc Goku Black uniquement dans l'animé. Dans le manga, il l'avait pas détruite. Dans le manga, il avait juste pété la porte. Mister Popo lui dit si tu le refais, tu seras banni en gros d'utilisation de la salle d'esprit du temps. Et de manière très drôle, Mister Popo a dit je suis sûr qu'il va encore la répéter. Bon, ça serait drôle que ça se passe comme ça qu'il la répète encore. Ça ferait voilà un effet de répétition comique. Et en plus, on a vu que quand Vegeta est rentré là-dedans, il était vraiment super chaud, super déterminé. Il s'est pas mis à s'entraîner en forme normale ou SJ1, il est passé direct en mode blue. C'est moi qui battra Goku, c'est moi qui sera le survivant du tournoi du pouvoir, et c'est moi Vegeta-sama. Donc là, on était vraiment au top de ce que peut faire Vegeta en termes de fierté, et je pense que ça annonce de très bonnes choses pour la suite du tournoi. Pour le moment, je ne suis pas dans une optique que Vegeta va ressortir de la salle de l'esprit du temps avec une nouvelle transformation en sa possession. Je pense que ça va faire encore une fois comme dans l'arc Black, enfin surtout pour la partie animée, Vegeta était ressorti avec un power-up de son SSJ Blue, ce qui est déjà une bonne chose. Et vu que le chapitre 24 de DBS, la version manga, vient tout juste de sortir, donc bon, c'est peut-être un peu du spoil pour vous, donc je vais rester léger, mais le chapitre 24 pourrait nous donner une piste sur la prochaine amélioration de Vegeta dans la salle de l'esprit du temps concernant une meilleure maîtrise, une maîtrise optimale de son SSJ Blue. Je vous en dis pas plus, mais ça correspond bien à la situation. Et qu'on pourrait avoir un Vegeta qui ressortirait de la salle d'esprit du temps avec tous les défauts du SSJ Blue qui seraient corrigés. Ça serait déjà pas mal, vous allez me dire. Et jusque là, pour le moment, on est dans une bonne phase de l'épisode. Pour le moment, c'est bien. Tout ce qui nous est proposé est bien, vous voyez. Même si j'ai été déçu globalement sur un avis général de l'épisode, il y a des trucs qui ressortent qui étaient plutôt cool. Je suis pas en train de dire que tout était merdique non plus. Et sinon, une chose qui nous a été dite aussi d'intéressant dans cette première moitié d'épisode, mais que la Toei Animation a voulu balayer d'un revers de la main, c'est le fait que le doyen des Kaioshin propose quelque chose de très intéressant, peut-être du foreshadowing, qui sait, en disant je pourrais éveiller le potentiel et au moins par exemple le tien Goku, je pourrais faire en sorte de faire comme à Gohan, de dévoiler tout ton potentiel et de faire en sorte que tu puisses l'utiliser à son maximum. Et là je
je pense que tous les fans de Dragon Ball ont frémi en imaginant le fameux Mystic Goku, le Goku ultime potentiel éveillé. Mais la Toei Animation a décidé que non, ça ne sera pas ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais dans la série, mais que pour le moment ce n'est pas ça la piste, étant donné que Kaioshin lui dit oui mais attendez, il nous reste que 4 heures et votre cérémonie va durer 25 heures, donc on n'a pas le temps. Alors oui, on n'a pas le temps en temps terrien, et je sais que certains d'entre vous vont me dire oui mais il y a la salle de l'esprit du temps, mais le souci c'est que Vegeta est dedans et la salle de l'esprit du temps, on ne peut y rentrer qu'à 2 maximum. Donc il faudrait que le doyen des Kaioshin y aille, Goku et Vegeta en même temps, ce n'est pas possible. Bon, vous allez me dire c'est possible que quelqu'un rentre, dise à Vegeta écoute, tu nous laisses, on a besoin de juste 25 heures, ça veut dire que c'est pas grand chose en temps terrien, c'est quelques minutes, et après tu vas dans la salle de l'esprit du temps. Oui, c'est faisable. Mais surtout, ce qui est faisable encore une fois, c'est le fameux monde de Whis. J'arrête pas de me répéter sur ça. Je sais que les fans parlent énormément de la salle de l'esprit du temps, mais honnêtement, le doyen des Kaioshin et Goku peuvent très facilement aller dans le monde de Whis, et le doyen des Kaioshin peut faire son rituel. Mais la Toei Animation a voulu nous donner une excuse maladroite pour nous faire comprendre que non, ça ne se fera pas pour le moment. Et d'ailleurs, la scène suivante était pas trop mal non plus, dans laquelle la transition est faite vers l'univers 9 pour nous faire comprendre que même si l'univers 7 de Goku est plutôt bien pour le moment au niveau de ses membres, ben l'univers 9 il va mal. À part le trio du danger, Basile, Lavenda et Bergamo, ben ils ont personne d'autre. On voit qu'ils sont en train de chercher de planète en planète. Le Kaioshin lui, il sait pas comment s'en sortir, mais il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui s'il a fait de mauvaises créations, ça lui donnera une bonne leçon. Mais une fois arrivé là-bas, on voit que l'ange Morito, pour vous rappeler son nom, est lui aussi très agacé de la situation, qu'il n'y a pas d'autres mortels. Et ça s'explique pour une chose. Je pense que certains d'entre vous n'ont pas dû capter pourquoi l'ange était si énervé que ça, alors que les anges, normalement, sont plutôt neutres. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez réservé un bel accueil à ma vidéo, la biographie des 36 dieux révélés, donc y compris les 12 anges, mais je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas vu non plus, et du coup, dans cette vidéo-là, je vous disais que le site officiel de la Toei Animation nous avait révélé la biographie de tous les dieux, et donc, y compris celle de Morito, l'ange de l'univers 9, et dans sa description que je vous affiche à l'écran, il nous était dit qu'il est un ange qui est dégoûté par l'inutilité du dieu de la destruction et du Kaioshin. Il possède le don de l'intelligence, il a souvent un regard froid. Et je pense que justement, cette forme de dégoût-là qu'il a montré correspond à sa description. Il est vraiment dégoûté par l'inutilité du Akaishin et du Kaioshin, car Ro a à la fois fait de mauvaises créations et Sidra n'a pas régulé ça en faisant de bonnes destructions, de bons Akai. D'ailleurs, Sidra a un petit peu essayé de reprendre les choses en main en faisant un Akai de ces mecs un petit peu bidons qui foutent la merde sur la planète parce qu'ils ont appris le sort de leur univers. Et justement, je sais pas si c'est bon d'en parler à ce moment-là de la review, mais en gros, dans cet épisode-là, on a aussi compris que certains univers, donc en particulier l'univers 9 et l'univers 2, on dirait qu'ils ont prévenu tous les mortels de leur univers de ce qui allait se passer. En même temps, vous allez me dire, ils ont le droit, et d'ailleurs, s'ils sont en galère de recrutement, c'est plutôt logique. Mais du coup, le fait de voir que certains mecs, comme les mecs qui avaient des armes et qui s'attaquaient, qui voulaient passer d'un univers à l'autre, bon ça c'est pas très concret non plus, des mortels qui puissent essayer de changer d'univers, étant donné que normalement le voyage inter-univers est très limité. Il y a peu de gens qui peuvent le faire, les Kaioshin, les anges, le cube des anges, mais normalement un mortel juste avec un vaisseau il peut pas le faire. Et là, toujours en ce début d'épisode, encore une bonne chose qui nous a été dite par le grand prêtre qui pour une fois a donné son avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude le grand prêtre il est comme les anges, il est plutôt neutre, il montre quelques petites émotions un petit peu joyeuses par moment, mais rien de particulier. Et là, j'avais l'impression que pour une fois le grand prêtre révélait un tout petit peu plus que ce qu'il pense en fait du monde des mortels. Ça m'a rappelé un brin le cas de Zamasu, mais vraiment en miniaturisé. Il a pas dit ouais c'est foutu mortel, je vais les détruire, loin de là, mais on a senti que le grand prêtre n'était pas content du fait que les mortels le prennent aussi mal, le fait qu'ils se mettent à se comporter comme des sauvages. Le Daishinkan a aussi fait comprendre qu'il ne supportait pas ce côté égoïste chez les mortels à penser qu'à sa gueule et à vouloir chacun se sauver comme ils peuvent au lieu de pouvoir réaliser une coopération et de pouvoir mieux s'en sortir peut-être comme ça. Je ne sais pas, dites-moi dans un commentaire si vous l'avez remarqué, mais pour moi c'était vraiment la première fois dans la série dans laquelle le grand prêtre révélait un petit peu ce qu'il a dans la tête et qu'il ne le gardait pas uniquement pour lui. Bon, et décidément encore un plutôt bon passage dans l'épisode, vous allez vous dire mais il est fou, il nous dit au début que l'épisode l'a déçu et là il enchaîne sur les bons éléments. Mais tout ça on va dire que c'était plutôt dynamique, c'était en première partie d'épisode et que c'est vraiment la deuxième moitié de l'épisode après la coupure pub qui a vraiment foutu la merde. Ah oui, bon bien sûr avant de vous parler de ça, je l'avais pris en note et j'ai oublié de vous en parler. Le Akai de Sidra, bien sûr ça prouve une chose qu'on suspectait depuis un bon moment, comme quoi tous les Akaishin, tous les dieux de la destruction maîtrisent le Akai, c'est une technique qui leur est visiblement propre et ça paraît plutôt logique, Akaishin qui maîtrise le Akai, bon. Et puis ça serait bête d'avoir des Akaishin qui disposent de la technique de Akai et que d'autres ne l'ont pas, ça serait de la discrimination presque entre ces dieux-là. Alors je suis persuadé qu'il y a des dieux de la destruction qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus faibles que d'autres, mais sur la technique du Akai qui n'est pas une technique de force brute mais une technique spéciale on va dire, je trouve très logique qu'ils l'aient tous. C'est comme si vous me disiez que certains Kaioshin peuvent créer et d'autres ne peuvent pas créer, ce serait complètement con. Donc je pense que oui, c'est plutôt logique. On s'est retrouvé dans une scène aussi cool avec Frost et Hit qui se sont rencontrés. Hit qui avait mis KO Frost la dernière fois au tournoi du pouvoir quand Frost voulait s'emparer du cube de Vados. Donc on va dire qu'ils sont pas trop de grands amis
Tommy non plus. Et comme prévu, Hit essaye de rassurer dès le début Frost, mais lui n'y croit pas, et il est clair que si Hit avait voulu le tuer, ce serait déjà fait, il aurait même pas parlé. Mais malgré le fait qu'il a essayé de le rassurer, Frost n'y croit pas, et on a vu qu'en plus Frost était en mode fugitif, avec sa cape là, un peu comme dans Star Wars et tout ça. On a vu que quand une voiture de police est passée, il s'est caché, donc ça confirme ce qui a été dit dans l'épisode 71 de DBS, comme quoi il était un fugitif recherché, et en particulier très recherché par la police que forment les Saiyans de l'univers 6, dont Kiabe est une des têtes d'affiche, et on le voit en plus à son corps, à Frost, qu'il a beaucoup de blessures, d'égratignures, de trucs, il a l'air fatigué même. On voit qu'il a un drôle de vécu maintenant. On voit qu'il est vraiment sorti de son nid là d'empereur de l'univers comme était Freezer, et qu'il a eu un drôle de vécu. Et justement, visiblement, ce drôle de vécu lui aura servi à quelque chose, parce que Frost va quand même tenter d'attaquer Hit. Alors Hit l'aura esquivé très facilement, tous ses attaques de poison. Frost aura aussi essayé quelques coups de poing vite fait, mais ça n'aura pas marché. Malgré le fait que Frost était en forme finale, ça n'aura pas fonctionné du tout. Et Hit, ayant tout esquivé, garde son sang-froid, et nous fait une petite révélation intéressante. Il dit à Frost, tu as progressé, tu m'as forcé à être sérieux pendant un petit moment, et je sens vraiment que tu as power-up, que tu as vraiment subi une amélioration de tes pouvoirs. Et ça sera très intéressant pour le tournoi du pouvoir. Alors je m'arrête vite fait, j'ai l'impression que l'auto-animation utilise une petite brèche sympa dont je vous avais déjà parlé, et je vous avais dit que ce serait intéressant pour faire évoluer le personnage de Frost, et bien justement que le fait qu'il soit un fugitif, qu'il mène une vie très dure en ce moment, lui permette de power-up. On a vu que Freezer en 4 mois d'entraînement, pas si intensif que ça, j'ai envie de dire, ça vaut pas l'entraînement de Goku et Vegeta dans la salle d'esprit du temps, et bien il est arrivé à sa forme Golden. Et je vous avais dit que ce serait pas étonnant de voir un Frost atteindre une nouvelle forme juste par rapport à cette période de fuite. Alors pour le moment, il y a honnêtement aucun signe qu'il atteint une nouvelle transformation, sinon il l'aurait fait contre Hit. Mais bon, même si c'est pas encore le cas maintenant, ça peut déboucher sur quelque chose. Il pourra la débloquer durant le tournoi du pouvoir, étant donné que là, il a vécu de drôles de moments, et le tournoi du pouvoir pourra être une finalité pour lui, surtout si vous connaissez les spoilers. Fin d'épisode 92 et surtout épisode 93. Bon, je pense que de toute façon vous le savez, ça a été diffusé partout. Vous savez quel type de rencontre risque de faire Frost, donc voilà, ça pourrait être intéressant. Et du coup, malgré tout, même si Hit et Frost donnent l'air de s'entendre sur la fin, oui ok, je vais rejoindre le tournoi du pouvoir, je vais tenter de me racheter, eh bien je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai senti que Frost prépare encore un truc. Il s'est débarrassé de une de ses aiguilles de poison, mais l'autre il ne l'a pas enlevée. Enfin on comprend qu'il va le faire vu que Hit lui a dit mais je sais que t'en as une sur le talon, enlève-la aussi. C'est un peu comme dans les films, vous savez, policier, on enlève l'arme au policier, sauf qu'il y en a une cachée dans sa chaussette, là, dans la cheville, un truc comme ça. Et toute la manière qu'a eu Frost d'acquiescer, de dire oui à tout, de sourire, ces petits sourires narquois, me fait penser qu'il ne va pas se tenir tranquille malgré tout, que la première occasion qu'il aura à saisir, il la saisira. Et justement, encore une fois, ces fameux spoilers épisode 93, n'hésitez pas, il y a la vidéo spéciale sur ça sur la chaîne, ça peut être une parfaite occasion pour qu'il saisisse une bonne opportunité. Bon, du coup, malheureusement, on amorce la deuxième moitié de l'épisode qui, elle, était une énorme déception, et ça commence directement avec un changement d'ambiance total, avec Yamcha qui regarde la télé dans sa chambre, il espère encore se faire recruter au tournoi du pouvoir, il est accompagné de Plume, et il y a Kame Sennin qui débarque de manière folle, accompagné de Oolong qui le tient. Vous allez rire, mais la seule chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est la tour Montparnasse infernale, quand il y a Ramsey là qui est censé tenir Eric là avec son armure en métal là, de chevalier et qu'il saute par le toit de l'immeuble. Enfin bon, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais bon. Mais de voir Kame Sennin pendu comme un cinglé comme ça m'a tout de suite fait penser. Bon, du coup, quel est l'objectif de Kame Sennin? Eh bien, un objectif pourri. Demander à Plume de se transformer en jolie jeune fille. Dans quel but? Tout simplement pour que Kame Sennin puisse s'entraîner contre sa seule faiblesse, d'après lui, qui serait sa perversité, le fait de ne pas pouvoir résister à une jolie fille. Alors en soi, c'est pas si ridicule que ça, mais ça a été amené d'une très mauvaise manière, c'était très malaisant. On avait l'impression d'une répétition de l'épisode 89 de DBS avec Urine dans laquelle il avait réalisé une tentative de viol. Alors là, l'intérieur de la pièce dans laquelle Plume et Tortuginelle sont enfermés ne nous a pas été montré, mais on a compris qu'au final il voulait se le faire, ou se la faire, enfin je sais même pas comment on peut appeler ça. Plume est une sorte d'animal et qui se transforme aussi en humain, c'est vraiment un délire bizarre. Et ce qui me choque aussi, je vous en parlais en live, c'est que Kame Sennin dans les moments importants, il sait se retenir. Durant le tournoi des arts martiaux, il y avait des tas de jolies jeunes filles, tout ça autour du tournoi. Durant son combat contre Goku, il ne s'est pas arrêté pour aller regarder les filles qu'il y avait dans l'arène en tant que spectatrice. Et avec son expérience, si il sait qu'il y a un enjeu, bon pour le moment il ne le sait pas, mais si l'enjeu lui est révélé du tournoi, tôt ou tard ça le sera, forcément qu'il va prendre très au sérieux son tournoi, son match, c'est obligé. Bon, je ne m'attarde pas plus sur ça, c'était mal réalisé, c'était mal fait. Il n'y avait pas cet aspect bon enfant, cet aspect rigolo, cet aspect un petit peu mignon qu'on peut trouver parfois dans les phases d'humour et de perversité de Kame Sennin. Et la scène suivante nous amène sur le fameux entraînement de Whis et de Goku. J'y reviendrai à la fin, cet entraînement-là n'aura pas duré très longtemps, vu que tout l'épisode entier aura duré en temps réel de Dragon Ball que 20 minutes, donc l'entraînement de Goku lui-même a dû durer quoi, 5 à 10 minutes à tout casser, en temps réel dans la chronologie de Dragon Ball. Donc autant dire qu'ils ont brassé du vent, et même si la scène de combat était plutôt cool, Goku y allait assez sérieusement. Déjà je me demande pourquoi ils sont rentrés dans la salle d'entraînement de Vegeta, alors que Whis peut très facilement créer un monde dans lequel tu rentres et tu t'entraînes
comprenne, Vegeta et Goku l'ont fait, et dans lequel le temps s'écoule très différemment de sur la Terre, un peu comme la salle de l'esprit du temps. Bon, en gros, l'auto-animation a envoyé tout un tas de trucs pour essayer de remplir l'épisode. C'est le constat que j'en fais, il est triste, mais c'est un peu la réalité. Alors au final, Whis n'a complètement aucun mal à se gérer le Goku, forcément. Il lui met 2-3 coups de canne sans forcer, et Goku SJ Blue est complètement déboussolé. Il l'envoie vraiment valser dans les airs. Et après, on a eu une petite phase d'humour sympa dans laquelle Whis a essayé d'attraper Goku comme Toppo l'a fait durant le tournoi du pouvoir, et Goku s'est mis à mordre Whis. Alors c'était surtout une phase d'humour pour nous rappeler un petit peu certaines phases où Goku avait déjà mordu ses ennemis. Il a déjà mordu par exemple Freezer, il a déjà mordu par exemple Boo, donc voilà, je pense que c'était juste pour rigoler avec ça. Je sais que ça doit choquer certaines personnes que Whis puisse se faire mordre par Goku. Honnêtement, si ça arrivait dans un vrai combat sérieux entre Goku et Whis, que Goku puisse mordre Whis, ça me choquerait un peu, mais là, vu le ton du match, le fait que Whis ne le prenait pas du tout au sérieux, le fait que c'était un rajout de l'auto-animation, donc honnêtement, je me prends pas la tête. Bon, au final, on enchaîne encore sur une scène décevante, dans laquelle les deux Pride Troopers, le leader Toppo et un des membres Dispo, l'espèce de faux virus, attendent en train de siroter je sais pas trop quoi dans un bar cosmique de l'univers 11. Eh bien, ils attendent quoi? Ils attendent le général, le shogun comme ils disent des Pride Troopers, qui est Casseral. Et qu'est-ce qu'il fait ce bon vieux Casseral qui ressemble à Rolento de Street Fighter? Il est en train d'essayer de sauver un chat pour des petits sur une planète de l'univers 11. Il se prend pour un pompier. Et en plus, comment est-ce qu'il a décidé de sauver le chat? En escaladant la paroi. Et l'excuse qui nous est donnée dans ce passage-là, c'est que Casseral ne peut pas sauter ou voler parce que le chat se mettrait à sauter et à toucher un des câbles électriques. Attendez, on est bien d'accord que Casseral, il est de niveau Pride Troopers, défenseur de l'univers, et si il vole à sa vitesse maximale, le chat n'a même pas le temps de comprendre, de réagir ou de voir ce qui se passe. Enfin, je pense que là, on est tous d'accord, il y a personne d'entre vous qui va me dire non, mais Casseral n'aurait pas le temps de le faire, le chat va y arriver plus vite que lui. Et du coup, Casseral, qui connaît parfaitement les enjeux du tournoi, eh ben, il dit non, je vous rejoins pas de suite, les gars, d'abord je sauve le chat, et il raccroche au nez de son propre chef. Bon, voilà, c'était encore abusé, j'ai pas envie de m'éterniser sur ça, mais ça ne m'a pas plu. Ensuite, le délire continue, on va dans l'univers 2, et on tombe sur cette espèce de cow-boy moustachu à la peau bleue. On ne sait pas d'où il sort, mais quand on se rappelle du descriptif de l'univers 2, qui nous a été donné, et en particulier de la Akaishin femme LS, il nous est dit sur elle qu'elle est la déesse de la destruction de l'univers 2, très tournée vers la beauté, et n'aime pas tout ce qui est laid. Et clairement, on est sur des choses très très brillantes, très très bling bling, tout ça, beaucoup de luminosité, de flash, de spot et tout ça, et il y a un recrutement qui est fait pour le fameux tournoi du pouvoir, un appel aux mortels, libre à chacun de se présenter, de passer une audience, et on verra s'ils seront recrutés ou non. Et c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois l'univers 9 et l'univers 2 ont communiqué auprès de chacun de leurs planètes, de leur univers, ce qu'était le tournoi du pouvoir, leurs enjeux et tout ça. Et on voit que dans cet univers-là, ça prend aussi des extrêmes, on voit que des hommes se sont déguisés, travestis pour pouvoir être plus jolis et correspondre aux critères de beauté. Et toujours dans le même état d'esprit, on a un nouveau personnage qui nous est montré. La fameuse fille qui est plutôt jolie, j'insiste sur ça parce que ça fait partie des caractéristiques demandées dans cet univers-là, dont les travestis de l'univers 2, vous voyez, c'est un peu ridicule tout ça honnêtement, sont en train de se moquer d'elle un petit peu lamentablement. Et elle dit s'appeler Brienne Château ou Brienne de Château, enfin ça dépend des trades. Pour le moment, on n'est pas encore bien sûr sur l'étymologie. D'après Herms98, ça serait Brienne Château. Et elle se met à nous faire une parodie de Sailor Moon, avec la caméra qui tourne et des cœurs qui sortent de sa tête, en répétant Brienne, Brienne. Et elle se transforme en la fameuse Teletubbies qui se bat contre Vegeta dans l'opening de Dragon Ball Super depuis l'épisode 77. Alors l'effet de transformation était trop long je trouve, c'était un ridicule qui était voulu et volontaire, mais moi j'ai pas accroché, dites-moi ce que vous en pensez. Je sens que ça risque d'être un personnage un petit peu saoulant. Et pourquoi alors cette fille-là avait une apparence humanoïde assez jolie et se transforme en cette chose télétubbiesque là, qui ne correspond pas aux critères actuels de beauté de nos sociétés? Eh bien je pense que c'est pour une bonne raison, et je pense que c'est pour plaire à sa Akaishin qui est très tournée vers la beauté et n'aime pas ce qui est laid. Et pour se conformer aux critères, elle a des pouvoirs qui lui permettent de se transformer. Et une fois transformée, au fait, elle a changé de nom et ça serait Ribrienne. Et au passage, ça ferait référence à l'alcool Chateaubriand. Comme je vous ai dit, Brienne de Château, Chateaubriand. Et elle se met à faire des cœurs dans tous les sens, on voit des cœurs dans ses yeux, des cœurs sur le fond, et elle se met à préparer une attaque qui est exactement comme un Kamehameha en quelque sorte, sauf que c'est un cœur à Kamehameha. Elle garde une forme de cœur qu'elle envoie sur le côté de son corps et qu'elle balance en avant. Pour moi, c'est un Kamehameha en forme de cœur. On était vraiment dans un délire particulier, et qu'est-ce que j'aurais à vous dire sur ce personnage-là? Alors que sa transformation ne m'a pas vraiment affecté, assez drôle de voir une parodie de Sailor Moon, mais ça va pas plus loin que ça pour moi. Une chose est claire, c'est que si vraiment elle en vient à se battre contre Vegeta comme dans l'opening, et si elle finit par le battre, je serais vraiment extrêmement déçu que Vegeta se fasse battre par ce type de personnage-là. À la limite, je préfère que Kyabé batte Vegeta plutôt que de se faire battre par ça. Et une autre chose, c'est qu'elle me fait énormément penser à Majin Buu, surtout au moment du cœur à Kamehameha. Forcément avec sa corpulence, avec sa manière de se tenir, sa gestuelle, sa manière d'agir un petit peu faux folle, et sur la manière dont elle a lancé le cœur à Kamehameha. Je vous montre comment Buu lance ça avec son espèce de vêtement, on dirait une couche en dessous. Eh bien, ça m'y a fait penser énormément. Alors j'ai une idée folle qui ne s'appuie sur rien du tout. Mais c'est juste que l'épisode étant fou, je vais vous partager aussi ma folie
du moment. On sait tous maintenant d'après l'interview de Toriyama que Majin Buu n'a été créé ni par Bibidi ni par Babidi, mais il a été créé tout seul en quelque sorte il y a des temps immémoriaux à partir de tout le mal qui est présent dans l'univers 7. Et du coup je sais que beaucoup d'entre vous se demandent est-ce qu'il peut y avoir d'autres Majin Buu, des semblables à lui, dans les autres univers, s'étant formés à partir du mal de l'univers dans lequel ils proviennent. Et moi je voudrais vous proposer une autre version. Et si d'autres êtres se sont créés dans d'autres univers, mais à partir d'autres sentiments. Buu s'est créé à partir du mal de l'univers 7, et bien par exemple pour cette Brienne Ribrienne, elle aurait été créée grâce à tout l'amour qui se trouve dans l'univers 2. Mais malheureusement, elle a eu l'amour, mais elle n'a pas eu la beauté. Voilà pourquoi elle ne correspond pas aux critères de sa Akaishin. Du coup, ça pourrait être un contraste assez drôle. Et aussi une autre question que j'ai pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un message caché dans cet épisode-là pour nous dire que Kame Sennin va se battre contre cette fille-là dans sa forme belle? Étant donné que Kame Sennin a soi-disant un mal fou à se contrôler par rapport à sa perversité, est-ce qu'il ne pourrait pas tomber contre la Télétubbies et Kame Sennin va lui dire non, tu as beau être une fille mais je te trouve pas jolie, alors je vais vite en finir avec toi. Et la fille se dit ah bon, tu me trouves pas jolie, et elle se transforme. Et là elle lui montre une version très féminine, etc., qui va le rendre fou furieux. Ça pourrait être un message, une sorte de foreshadowing qui nous est donné dans l'épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on a eu un passage très court mais encore très intéressant, je vous en parlerai probablement dans une autre vidéo, ça le mérite, dans lequel les deux Zeno étaient contents de ce qui se passait, mais on voit que Zeno du présent lève, comme d'habitude, comme toujours depuis le début de Dragon Ball Super, sa main droite. Même quand il serre la main à Goku, c'est sa main droite. Mais Zeno du futur continue de lever son bras gauche, et il regarde Zeno du présent, et se dit merde, je me suis trompé, et lève son bras droit. Et de mémoire, c'est la 4e fois qu'il fait ça dans la série DBS maintenant. Alors, mis à part si c'est une blague un petit peu foireuse que j'ai du mal à comprendre, je pense que c'est révélateur de quelque chose sur le fait qu'il y a un truc qui cloche un petit peu sur ce Zeno du futur là. Mais comme je vous ai dit, on en parlera dans une vidéo qui lui est dédiée. Mais pour l'instant, continuons avec la folie de cet épisode là, qui nous montre Gowasu à fond dans le GodTube, qui a sa plus belle caméra pour filmer les 10 membres de son univers en train de danser sur de la samba brésilienne. Et en plus, l'ange Kus ou Kus est en train de danser avec eux. Et ils disent que c'est de la construction d'équipe, histoire que la cohésion soit là. Oh, faut pas nous prendre pour des cons, on n'est pas dans une entreprise non plus. On est là pour gagner un tournoi du pouvoir, et il reste que quelques heures. Et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est vous pavaner, montrer vos muscles, et faire de la samba avec votre ange, l'ange en plus qui danse avec eux. Comme quoi, ils sont vraiment pas tous au même niveau spirituel et intellectuel que Whis. Et derrière, même les deux Zeno se mettent à danser, mais ça, ce n'est pas étonnant connaissant leur caractère. Et on en arrive très proche de la fin de l'épisode, avec le grand prêtre qui dit « Attendez, on va vite revenir sur l'univers 7 parce qu'il semble qu'il y a un problème. » Et oui, le problème est de taille. Mister Satan appelle Bulma, alors que tout le monde est en train de créer une stratégie. Il y avait Gohan qui disait « On va rester au centre du ring », mais Kaioshin lui dit « Oui, mais si on va au centre, tout le monde va le faire, alors c'est un peu la merde. » Donc c'est pas mal qu'il y ait ces efforts-là stratégiques qui soient faits, mais Mister Satan a une mauvaise nouvelle. Majin Buu s'est endormi et il ne se réveillera pas avant 2 mois. Et du coup, il ne pourra pas participer au fameux tournoi du pouvoir. Alors déjà, je ne sais pas comment Mister Satan fait pour comprendre que Majin Buu se réveillera pas avant 2 mois. Vous allez me dire, les deux vivent tout le temps ensemble, donc peut-être qu'il a l'habitude, mais bon, quand même c'est un peu léger. Et la Toei Animation a essayé maladroitement d'écarter quelques raisons pour arriver à le réveiller facilement. Bon, on pourrait le mettre dans la salle de l'esprit du temps, sachant qu'il reste à peu près 2 mois à Vegeta à passer dans la salle de l'esprit du temps, donc peut-être par chance que Buu pourrait se réveiller, mais peut-être qu'il lui faudrait 1 heure de plus, et bon voilà, c'est un petit peu limite. Ça pourrait marcher, mais c'est un peu limite. Après, Beerus dit une bonne chose, il dit je vais le réveiller avec mes coups, ça va vite marcher, mais malheureusement pour lui, Goku a disparu, il est déjà auprès de Buu, donc c'est pour nous faire comprendre que Beerus ne va pas s'occuper de ça. Je pense qu'il faut juste comprendre ça et en gros fermer votre gueule, je pense que c'est ça le message. Et moi ce qui m'a encore plus gêné, c'est que Whis accepte la situation. Whis qui a tellement d'énormes pouvoirs qu'il peut faire accoucher Bulma en un clin d'œil sans qu'elle accouche réellement, il est arrivé à faire matérialiser Bra dans le monde réel. Il dit oui non mais c'est comme ça, il va dormir et oh là là c'est fâcheux. Vous voyez, honnêtement ça m'a dérangé. Et je pense que vous comprenez pourquoi au final, dans ma tête, ce qui ressort c'est plus la deuxième moitié de l'épisode qui m'a déçu, qui m'a laissé une énorme mauvaise impression par rapport à la première moitié qui était plutôt convaincante au final. Et Goku prend la décision d'aller vers Majin Buu, et si vous connaissez les spoilers, on sait à peu près ce qui va se passer. Et une chose dont je me languis vraiment de vous parler, c'est la preview de l'épisode 92 de la semaine prochaine. Ça sera très sûrement une review du futur, je veux pas m'avancer mais normalement ça sera ça. On a beaucoup de choses qui nous ont été dites, vraiment beaucoup de spoilers, et on a beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de choses qui nous ont été montrées. On a l'évolution de Caulifla qui arrive, on a de la Kale, la fibre Broly qui va se dévoiler un petit peu plus aussi, donc je trouve ça vraiment super intéressant. Et du coup les devins, laissez-moi savoir vos avis, peut-être que vous avez vraiment aimé cet épisode là et c'est une très bonne chose pour vous, j'en suis heureux, peut-être que vous n'avez pas apprécié aussi, peut-être que vous avez vraiment détesté du début à la fin, que c'était une horreur aussi, dans tous les cas j'arriverai à comprendre. Et du coup je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard divinatoire.